Et donc, ben, vous êtes privilégiés parce que vous êtes les deux seuls à entendre ce que j'ai à vous dire sur la dopamine. Yes. Peut-être d'autres viendront, on verra, mais en attendant, profitez-en. Donc, oui, vous êtes là devant moi. La dopamine, en fait, on a vu que c'était ce qui nous permettait d'apprendre et de renforcer notre motivation. Oui. Hein, c'est ce qu'on a vu la dernière fois. Oui. Donc, on va être un peu plus précis et on va regarder comment est-ce que ça peut... comment est-ce que cette dopamine, justement, elle renforce notre motivation pour nos futures recherches de nourriture, puisque c'est le propre de l'être humain. Donc, alors, on va se poser la question de quels sont peut-être les facteurs qui vont influencer cette dopamine, voilà, cette motivation. Voilà. D'accord? Et si on analyse ça, on devrait s'en sortir. Donc, en fait, toutes les expériences sur les animaux, les expériences qui ont été faites sur les animaux, montrent clairement que la motivation est proportionnelle à l'apport en calories et à certains goûts. Parce que c'est le propre de l'être humain de survivre et de se reproduire. Donc, comme vous le savez peut-être ou sûrement, il y a 5 saveurs primaires. Chacune ont des récepteurs spécifiques dans le cerveau. On a le sucré, le salé, l'amer, l'umami et l'acide. Et chacune de ces 5 saveurs, en fait, fait sens du point de vue de l'évolution, parce qu'ils indiquent au cerveau, en fait, l'intérêt de l'aliment qu'on va ingérer. Par exemple, le sucré, c'est une bonne source d'énergie. On sait que le sucré, souvent d'ailleurs il comprend de l'amidon, mais si on en consomme, on va avoir de l'énergie. Donc on est attiré par le sucré. L'umami correspond par exemple à certains acides aminés, comme ce qu'on appelle le glutamate, que l'on va trouver naturellement dans la viande, dans les aliments fumés ou fermentés, comme je sais pas, le fromage ou bien la sauce soja par exemple. Et au contraire, l'amer va indiquer à la base des aliments toxiques dans la nature. C'est-à-dire quand vous ramassez quelque chose que vous mettez à la bouche, c'est amer, c'est qu'en général, soit c'est pas mûr, soit il y a une substance toxique à l'intérieur. Il y a même certains chercheurs qui pensent qu'il y a une 6e saveur, c'est le gras. Elle peut être considérée comme une 6e saveur parce que quand on mange du gras, eh bien, il y a des récepteurs sur la langue qui l'identifient un peu de la même manière que les différentes saveurs. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on mange une de ces saveurs et qu'on met l'aliment dans la bouche? Eh bien, notre langue, en fait, elle envoie des signaux au cerveau. Ensuite, ils sont reliés au niveau de l'intestin, qui a aussi des signaux qui vont informer, cette fois, de la densité énergétique des aliments. Donc, alors, je ne sais pas si vous avez fait attention, mais c'est ma semaine du chocolat. Donc, si par exemple, on mange un gâteau au chocolat qui va être à la fois gras et sucré, avec, maintenant, quand on fait des gâteaux, on met une petite pointe de sel à l'intérieur. Eh bien, notre cerveau va identifier les saveurs. Notre intestin va signaler que c'est aussi un aliment très calorique. Donc, c'est une excellente source d'énergie parce qu'il y a une forte connexion entre les intestins et le cerveau. Si vous connaissez l'évolution un petit peu du fœtus dans le ventre de la maman, il y a d'abord les neurones, le principe neuronal organique qui se construit, qui fait une seule et même boule et qui se divise ensuite en deux pour aller former l'intestin et les neurones intestinales et le cerveau, enfin les neurones cérébrales. Donc, les deux vont réagir. Et ce dernier va enregistrer, enfin le cerveau, il va enregistrer tous les signaux avec ce qui a permis, donc le chemin, tout ce qui a permis d'y arriver jusqu'à ce gâteau au chocolat par rapport à la dopamine. Je vous ai expliqué un petit peu que la dopamine, en fait, mémorisait le chemin. Donc, je vais reprendre mon exemple de gâteau au chocolat. Si vous avez acheté ce gâteau dans telle pâtisserie sur votre trajet, après avoir vu une publicité
soit une affiche sur la pâtisserie, soit à la télé, peu importe. Chacun de ces éléments séparément pourra déclencher l'envie d'aller manger ce gâteau par la suite. Comme avec la clochette du chien de Pavlov, vous vous souvenez de l'histoire. Donc, vous allez passer dans la rue. Vous allez voir l'affiche, plouf, ça va vous faire un signal. Vous allez passer dans la rue devant la boulangerie. Eh bien, votre cerveau s'en souviendra. Il va l'associer avec un très bon investissement sur retour calorique et il va donc vous motiver inconsciemment, bien sûr, à entrer dans la pâtisserie. Des fois, vous ne savez même pas pourquoi vous êtes dans cette pâtisserie. Mais votre cerveau, lui, s'en souvient. Et cette motivation peut être tellement forte que certains chercheurs parlent même désormais d'addiction à la nourriture. Exactement comme si c'était une drogue. Alors, pour le moment, ça fait débat. Ça n'a pas été mis en consensus, il n'y a pas eu de preuves, etc. Ça fait simplement débat chez les chercheurs. Parce que même si certaines personnes ont des comportements similaires à l'addiction à la drogue, et surtout, dans le cerveau, en fait, ce sont les mêmes zones du cerveau qui entrent en jeu entre l'addiction et la recherche et la motivation de nourriture. Mais le plus intéressant là-dedans, c'est que si je reprends l'addiction à la drogue, ça passe par les mêmes mécanismes et donc c'est une très belle analogie pour comprendre comment notre cerveau, notre moteur, gère les aliments. Comment, alors à une moindre intensité évidemment, hein, je ne vais pas comparer un gâteau au chocolat à une dose de crack, mais je vais prendre l'exemple quand même. Si on parle de cocaïne, pour parler du pouvoir addictif, à la base, vous avez la feuille de coca qu'on mâche en Amérique latine, qui ne rend pas spécialement dépendant. On peut ensuite, avec ces feuilles de coca, fabriquer de la cocaïne, qui va devenir une poudre blanche raffinée, en fait, qui, elle, est très addictive. Et au sommet de la cocaïne, des produits faits à base de feuilles de coca, on a le crack. Et le crack, c'est la cocaïne mélangée avec du bicarbonate de soude en général. Pour avoir une forme qui se fume par la chauffe, on part donc d'une molécule peu concentrée à l'état naturel dans la feuille à des formes ensuite très concentrées, voire à des formes de mélange pour en augmenter les effets et l'addiction. Alors, pourquoi je vous parle de drogue? C'est simplement pour faire le lien avec tout ce qu'on a vu. La drogue, en fait, elle va devenir tellement puissante sur le circuit de la récompense dans le cerveau que ce dernier va enregistrer tout de suite tous les signaux et les facteurs qui ont permis cette consommation. Il va donc vous motiver à fond pour aller en chercher à nouveau. Et c'est là qu'intervient l'addiction. C'est quand la motivation à aller chercher, à aller consommer une substance dépasse la motivation pour les aspects fonctionnels de la vie. Par exemple, aller travailler, ou bien respecter les normes sociales, ou même les recherches plus primaires, hein, comme simplement rechercher de la nourriture, manger, avoir des partenaires sexuels, etc. C'est quand on parle d'addiction, quand les besoins primaires sont complètement inhibés par le besoin de recherche de cette substance. Donc, si j'en reviens à l'alimentation, on peut faire la même analogie. Si je prends le chocolat, à l'état naturel, on a donc la cosse de cacao, qui est assez dense en calories, parce qu'elle a une belle teneur en lipides, mais qui est assez amère en goût. On va ensuite la fermenter, la torréfier, et les fèves ainsi travaillées, on va créer ce qu'on appelle la saveur l'umami. Donc, on va ensuite les écraser, y ajouter du sucre pour camoufler l'amertume. En plus, on va… ah oui, alors il y a aussi un autre aspect intéressant dans la fève de cacao, c'est que dans le cacao, il y a de la théobromine. La théobromine, c'est une cousine de la caféine. C'est pour ça que je vous dis qu'il ne faut pas manger de cacao cru le soir, parce que ça empêche de dormir. Et la théobromine, en fait,
augmente l'attirance pour le cacao. On part donc d'un produit moyennement attirant à l'état naturel à quelque chose de bien plus motivant une fois transformé, et c'est bien là tout le problème. C'est le problème des produits transformés aujourd'hui. L'industrialisation, en fait, elle a permis une concentration à la fois des calories, du sucre, du gras, du sel, de l'amidon, qui n'a absolument jamais existé à l'état naturel et qui est absolument même inimaginable pour nos ancêtres, à laquelle nos cerveaux, en fait, ne sont pas du tout armés pour résister. Le cerveau privilégie donc certaines propriétés des aliments par rapport à d'autres, car elles augmenteraient les chances de reproduction de nos ancêtres. Encore une fois, la vie n'est au final que le processus de transformer de l'énergie en enfant. Je vous ai dit que c'était le principe de la procréation. Donc on trouve toujours des calories pour survivre, pour ensuite se reproduire. On trouve une des propriétés majeures en fait de ce système de transformation des aliments, c'est ce que l'on appelle, alors peut-être c'est un terme scientifique, je ne sais pas si c'est un terme qu'on emploie comme ça couramment, ça s'appelle la palatabilité. P-A-L-A-T-A-B-I-L-I-T-E, palatabilité. La palatabilité, ça désigne les produits les plus denses en calories, facilement digestibles et qui ont le plus d'effet sur la récompense alimentaire. En fait, c'est un savant équilibre entre la texture de l'aliment, gras, sucre, sel, fibres, eau, pour maximiser le plaisir de manger. Si on veut donner une définition au terme palatabilité, on va dire que c'est la récompense donnée par un aliment grâce à sa texture, ses saveurs et son rapport qualité énergétique. Donc, si j'en reviens à ma palatabilité, qui est bien évidemment à la base de la cuisine moderne, parce que quand vous faites un gâteau maison, vous cherchez vous aussi à avoir une bonne palatabilité avec différentes textures, du sucre, du beurre, de la farine, de l'amidon. Mais elle a été, et c'est là le problème, en fait, poussée à l'extrême par les industriels, à tel point qu'on parle désormais de ce qu'on appelle de l'hyperpalatabilité, c'est-à-dire des produits tellement développés par des ingénieurs pour provoquer cette récompense maximale au niveau du cerveau et les pousser à les manger même si on a déjà eu nos apports énergétiques suffisants sur la journée. Je vais rester sur mon chocolat parce que si je prends l'exemple des poudres chocolatées pour le petit déjeuner, vous savez ce qui a été créé pour les enfants, des produits types comme, je sais pas, Nesquik, Ovaltine, je n'ai pas d'idée comme ça de marque, vous en aurez sûrement bien qui vous viendront. Eh bien, il y a des ingénieurs qui travaillent spécifiquement pour le niveau de granularité. Donc, par exemple, la texture de la poudre, c'est-à-dire qu'elle soit idéale à la fois mélangée dans un liquide et en même temps en poudre dans la bouche des enfants. Ils cherchent, ces chercheurs cherchent le point d'équilibre parfait entre le sucre, le cacao et d'autres ingrédients pour provoquer cette satisfaction du palais, pour qu'elle soit maximale. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux vous transmettre au niveau compréhension et recherche au niveau des chercheurs dans le marketing. Alors, je vais vous donner une référence par rapport à des expériences qui sont très parlantes sur ce sujet. Elles ont été faites en 1965 dans un hôpital à New York. Il y a des médecins qui ont voulu tester les niveaux des effets de la récompense alimentaire sur la facilité de la perte de poids. C'est-à-dire comment aider les gens dans leur perte de poids tout en connaissant ce chemin-là, cette action de la dopamine. Donc, ils ont pris un groupe de personnes en obésité. Et ce groupe de personnes, en fait, c'était des patients dans l'hôpital. Donc, il était très facile de maîtriser toute leur alimentation et ce qu'ils devaient manger sur la journée. Et la seule nourriture à laquelle vous avez accès,
c'était une sorte de smoothie sans goût, donc pas de parfum, vous voyez, sans goût particulier. Et même on peut dire, si on lit l'étude, que c'était assez fade, mais par contre, qui contenait tous les nutriments nécessaires à leurs besoins quotidiens. Donc, une boisson nutritionnellement excellente. Vous voyez, au niveau des apports par rapport à leur poids sur la journée. Et il y avait un distributeur pour servir à volonté et les patients pouvaient en consommer donc autant qu'ils voulaient, sans aucune restriction. Par contre, ils n'avaient pas du tout accès à d'autres nourritures. Alors, il n'y avait pas d'instruction de la part des médecins, mais pendant les 18 premiers jours, il y a eu juste une observation des patients. Et ils se sont aperçus que les patients consommaient à peine 10% de leurs apports caloriques habituels, c'est-à-dire avant d'entrer dans cette phase de test. Donc, entre 200 et 400 calories par jour à peine, selon s'ils faisaient 100, 150, 200, 250 ou 300 kilos. Et 3 de ces patients ont consommé encore pendant 6 mois ce smoothie, et même une fois rentrés chez eux. Eh bien, même une fois chez eux, ils sont restés à moins de 400 calories par jour. Et ce qui est étonnant, c'est qu'ils n'avaient pas à faire d'efforts particuliers quand on les interrogeait, sans jamais se plaindre de la faim, pour perdre au final entre 100 et 120 kilos sur les personnes, sur les 3 patients qui sont restés sur le smoothie. Alors, évidemment, c'est un extrême absolu, hein, parce qu'on est sur des apports quasi de famine quand on parle de 300 à 400 calories. Donc, je ne dis absolument pas que c'est ce que tout le monde doit faire, surtout. Hein. Ne me prêtez pas des propos qui ne sont pas logiques. Mais simplement, ça permet de comprendre ce qui se passe vraiment dans notre cerveau. Et c'est quelque chose qui est très, très particulier dans le cerveau, puisque en fait, pour couper la faim, pour couper la faim de ces personnes-là, une fois qu'on a éliminé tous les circuits de la récompense, donc ces chemins menés par la dopamine, les récompenses alimentaires, donc la palatabilité de l'aliment, eh bien, on se retrouve dans un même produit, en fait, dans un même consensus, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'attirance. Alors, pourquoi est-ce que ça peut être intéressant? Ça peut être intéressant dans notre cadre parce que ce qu'on souhaite, c'est aider les gens à perdre du poids. Donc, à partir du moment où on veut éviter tous ces chemins et ces circuits, eh bien, on va paramétrer notre cerveau en comprenant que la palatabilité d'un même produit peut aussi se faire sur l'ensemble d'un produit, l'ensemble d'un repas. C'est ce que l'on appelle l'effet buffet. Plus on a de goûts différents, moins on va être saturé par une seule saveur et plus on va être capable de manger. Et c'est pour ça en fait que lorsqu'on va, je ne sais pas, par exemple au restaurant, même si on est repu par notre plat, s'il est gras et salé, bien sûr, eh bien, on va quand même avoir de la place pour un dessert sucré. Notre estomac est plein, on a bien mangé, mais on va quand même avoir, entre guillemets, faim ou entre guillemets de la place pour manger un dessert sucré. C'est une des leçons à tirer des peuples traditionnels qui ont toujours un mode de vie chasseur-cueilleur, hein, proche de notre mode de vie actuel, en fait. Enfin, pas actuel, mais de l'évolution de l'homme. Si on regarde, 99% de notre espèce a évolué par rapport à ça. On en a parlé là ces 2 dernières semaines, mais si on observe pourquoi l'obésité ou le surpoids n'existait pas chez ces gens-là, c'est bien parce que la palatabilité de leur alimentation était très, très réduite. Parce qu'à part découper, écraser et cuire, il n'y avait aucune transformation qui faisait exploser la concentration des saveurs. Il n'y avait pas d'ajout d'exhausteur de goût.
il y avait une variété assez restreinte au final, au moment des repas. Alors, bien sûr, il y a une variété sur l'année, au fil des saisons, au fil des jours, puis de leurs trouvailles, mais pas énormément sur la journée et encore moins sur un même repas. Alors qu'aujourd'hui, je ne sais pas, vous poussez ne serait-ce que les portes d'un tout petit supermarché lambda, vous allez avoir entre, je ne sais pas, 20 000 et 80 000 références. Comment vous voulez que le cerveau il s'oriente là-dessus? On est obligé de faire des repas avec des dizaines de goûts différents et de saveurs différentes. Donc voilà. Alors il nous reste peut-être un dernier point à aborder pour la maîtrise de notre cerveau, c'est comment le corps fait-il pour garder un poids stable sur le long terme en faisant face à tout ça. Eh bien, on découvrira le système de la régulation interne demain, si vous voulez bien, parce que j'en ai encore au moins pour un quart d'heure, 20 minutes à vous l'expliquer. Maintenant, je veux bien répondre à vos questions sur ce sujet, si vous en avez. Bien sûr. Hop, on va ouvrir. Alors, il y a Lauriane qui nous a rejoint. Bonjour Lauriane. Hello. Thérèse, on ne t'entend pas. Bon, j'ai pris un peu en cours de route. Ben oui, je me doute, Lauriane. J'ai pris un peu en cours de route aujourd'hui. J'ai du mal de me dupliquer. C'est vrai, tu n'arrives pas encore à te séparer en 3 ou 4? Écoute, j'ai des problèmes. J'y arrive pas. Non, je vais. Ta vidéo, elle est retransmissible sur 80% de nutrition? Non, elle n'est pas retransmise là. Mais par contre, je l'ai enregistrée, regarde. Donc, je la mettrai sur YouTube. Je la mettrai sur la playlist Le pouvoir de l'alimentation. D'accord, voilà. Parce que je la reprendrai parce que j'ai zappé des trucs au démarrage. D'accord. Mais j'ai enregistré tous les zooms que je fais là depuis 15 jours. Parce qu'en fait, c'est un peu comme un chemin, comme un… Presque, on pourrait dire, c'est un livre audio. C'est ça. C'est un livre audio et qui sert bien aussi pour nos posts. Oui, tout à fait. J'essaye de vous donner un maximum d'infos. Bon, Thérèse, je t'ai perdue. Oui, non, parce que c'est très complexe. J'ai du mal un peu à suivre. Mais bon, je viens d'entendre qu'on a quand même un système qui régule, un système qui va nous réguler cette dopamine. Hein? Demain, on va parler de ça, du système qui est… Oui. Oui, parce que cette dopamine, elle nous crée beaucoup de soucis quand même. C'est elle qui détermine Alors, il ne faut pas la voir comme nos excès. la dopamine. Nos excès. Si tu as appris à écrire, c'est grâce à la dopamine. D'accord. Si tu as appris à lire, donc elle est utile. C'est le système de la dopamine. Parce qu'en fait, d'accord. Voilà, c'est ce que j'ai expliqué l'autre jour. La dopamine, ce n'est pas une hormone. La dopamine, c'est une molécule. Et c'est exactement comme si c'était un train, tu vois, un TGV qui enregistre tout le chemin avec toutes les gares dans lesquelles il s'arrête. Donc là, moi, je m'en sers pour l'alimentation. Mais c'est la même dopamine qui intervient dans l'apprentissage de tout ce que tu veux. D'accord. Si tu suis mes appels comme ça avec plaisir et envie et que tu fais attention à l'heure, c'est parce que la dopamine t'a montré ce chemin pour, si je me mets à 13h30 sur l'appel, je vais apprendre plein de choses qui vont me permettre au final de suivre mes clients, d'aider les gens autour de moi. Voilà. Oui, parce que je commençais à la diaboliser, moi. Oui. Je commençais à diaboliser cette dopamine en me disant pourquoi elle est là. Mais non, elle sert à autre chose également. D'accord. Non, ce n'est pas du tout le diable, la dopamine. C'est vraiment la molécule de l'apprentissage. Donc, si on fait le lien avec ce que tu as dit aujourd'hui à l'hyperactivité, c'est d'autant plus important, effectivement, ce lien-là, de ne pas avoir d'aliments transformés pour les enfants qui ont un dérèglement de la dopamine, si je te rejoins, parce qu'en plus, ça les dérègle encore plus. Voilà, tout à fait. Si je fais le lien entre les deux, c'est bien ça? Et alors, ça, tu parles de l'hyperactivité, mais on peut parler aussi des enfants hypersensibles ou
hypersensible, hypersensoriel, tu as différents niveaux d'enfants qui sont hyper développés, hyper attentifs. Tu vois, tout ce que les gens appellent des 10 DYS pour dysfonctionnement, en fait, expliqué par des chemins beaucoup plus rapides à certaines connexions. Tu as des enfants qui ont une rapidité de calcul mental, une rapidité de lecture, une rapidité d'intervention, de synthèse de l'information dans leur tête. Tu as des enfants qui observent quelqu'un démonter une montre, et hop, ils te le refont. Voilà. Parce qu'ils ont un sens accru de l'observation et de l'analyse logique. Oui. Voilà. Et tous ces enfants-là sont mis dans des cases de 10, alors que c'est des spécificités absolument énormes. Et dans le problème de l'hyperactivité, c'est ça aussi, c'est que les enfants sont mis dans une case ils sont hyperactifs, donc ils sont pénibles. Oui, où ils sont pénibles, où ils sont différents. Donc moi, ce que je dis, c'est que ma fille n'est pas différente, c'est qu'elle n'est pas classique, ce qui est complètement différent, justement. Oui, alors on peut dire ça, effectivement. Mais il faut voir ça aussi comme un talent. Ah ben complètement. Mais au départ, c'est une faiblesse qui ensuite devient une force, quand on sait bien l'utiliser, à bon escient. Mais effectivement, avec une alimentation équilibrée qui est d'autant plus importante pour eux. Parce qu'en fait, avec l'alimentation, tu vas pouvoir gérer le flux de sa dopamine. Mais il ne faut pas chercher à contrôler cette hyperactivité. Il faut chercher à ce qu'elle soit canalisée pour telle ou telle production. C'est bien ça. Voilà. Moi, j'aime pas qu'on maîtrise les gens ou maîtrise les mettre dans un moule, c'est pas quelque chose qui me va. On a tous de telles vertus et de tels talents qu'il faut savoir les partager avec le monde. Eh oui, mais quand tu n'es pas classique, justement, tu rentres pas dans la norme. Mais moi, j'aime un peu mes astuces sorcières. Dis-moi. Mais c'est ça le problème des gens, c'est que tant que tu rentres pas dans la norme, ça va pas. Tu es un extraterrestre. C'est bien aussi de ne pas être dans. Ben, bien sûr que c'est bien. Pour ceux qui sont comme nous, c'est très bien. Les autres sont un peu déroutés, mais c'est pas grave. Moi, je crois que c'est ce qui m'attire chez les gens, qu'ils ne soient pas dans la norme. Bah, sinon, c'est pas drôle. Il y a moins d'échanges. Il n'y a pas de Ok. On a appris un mot, palatabilité. Palatabilité, oui, ça je vais revoir. Vous connaissez là. Merci. Bien, merci. De rien, je vous en prie. Ça va, Angèle? Ça va. Trop de mots. Notre cerveau est une sacrée machine. De mots trop incompréhensibles. J'essaye d'être au maximum simple quand même. Parce que je veux que ça puisse toucher tout le monde. Mais c'est vrai qu'il y a des fois, je m'emballe. Bon, ben écoutez, on va arrêter là